un peu des auteurs science-fiction américains. Il y avait des... Quand j'étais plus petit, j'avais une certaine passion pour Zelazny. Après, j'étais un peu déçu pour cet auteur-là, mais je garde toujours une grande passion pour Bradbury, donc on ne peut pas condamner tous les auteurs américains. Voilà donc, et certains jeux vidéo, j'appartiens déjà à la génération qui a joué, donc c'était Fallout, clairement. Le premier jeu qui, je crois, a fait plus pour contaminer les gens avec la passion pour le genre post-apocalyptique que beaucoup de films ou de certains livres. Et je décidais en fait d'implanter l'idée de post-apocalypse sur la Terre, ou plutôt sur le souterrain russe, et voilà, et donc essayer de voir ce qui se passe. C'est ça l'inspiration. Tu parlais justement de jeux vidéo. Il se trouve que Metro 2033 a été adapté en jeu vidéo avec deux jeux, Metro 2033 et un autre qui a suivi, Metro 2000. Je ne sais plus le titre, Metro 2033. Il y avait un jeu qui s'appelait Metro 2033 et il y avait une suite qui s'appelait Metro Last Light, la dernière lumière. Comment ça s'est passé? On t'a contacté directement? Tu as participé au projet ou Ouais, donc moi, je n'étais jamais contre transformer mon sujet en jeu vidéo. Je pensais que c'est quelque chose de très naturel, ça serait quelque chose de très naturel de le faire, parce que l'histoire et les sujets se passent dans les tunnels, les stations, ça se transforme très facilement. Et j'ai jamais méprisé les jeux vidéo. Je pense bien que les jeux vidéo peuvent très bien être en œuvre d'art et même en chef-d'œuvre. Ça dépend de qui est-ce qui le fait et comment est-ce qu'ils le font. C'est juste une forme relativement nouvelle. Donc, comme toutes les formes d'art nouvelles, ça peut être vulgaire. Et au début, dans beaucoup de cas, c'est utilisé pour juste divertir le public d'une façon assez primitive. C'était ça avec le théâtre sur les places de marché en Europe du Moyen-Âge. C'était ça avec les premiers films cinéma. C'était utilisé aussi pour les comédies assez bêtes, pour le porno, n'importe quoi. Mais en maturant, une nouvelle forme d'expression artistique devient plus et plus compliqué. Donc c'est ça qui s'est passé en fait à travers de ces années avec les jeux vidéo aussi. Donc par contre il y avait depuis toujours des vrais maîtres comme Benoît Sokal par exemple avec la Sibéria, voilà, qui ont dès le début d'une façon plutôt visionnaire projeté comment les jeux déjà à l'époque dans les années 90 quand même peuvent être très impressionnants du point de vue artistique. Donc voilà, j'hésitais pas. Et un autre détail intéressant, c'est que en fait les développeurs du jeu, les créateurs du jeu m'ont retrouvé sur ce site gratuit sur l'internet des années avant que le bouquin soit publié. Donc c'est grâce à cette distribution gratuite open source de texte que je lançais juste pour être lu, ne pas prenant soin de ce que je vais ou vais pas gagner. C'est grâce à ça qu'en fait Metro a gagné son succès commercial, parce que le jeu, le fait d'avoir un jeu adapté du roman, ça a beaucoup promu quand même le bouquin partout en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et couramment, Metro 2033 est traduit en 37 langues. J'étais prévenu que avant-hier, une édition pirate a été lancée en Iran, sans droit d'auteur ni sans rien, parce qu'ils disent ah bah non, on est embargo quoi, nous on publie ce qu'on veut. Voilà, c'est comme ça. Je dis bon, je suis très fier que votre République, maintenant les gens vont avoir l'accès à ces grands créations du progrès littéraire, qui est mon bouquin. En Arabie Saoudite, par contre, il était interdit. Ouais,
parce que les gens ils survivent dans les tunnels et stations de métro ils ont des cochons comme des bêtes domestiques. Voilà, ils ont certaines stations qui sont des fers. Et il y a un des personnages qui dit que les cochons sont devenus notre partenaire pour la survie. Et ça a beaucoup insulté je sais pas qui, le ministère de la Culture saoudite. Ils ont dit non. Ils ont d'abord acheté les droits et puis on peut rien dire parce que le ministère de la Culture nous a interdit carrément de publier parce qu'ils insultent les sentiments religieux des musulmans. En Arabie Saoudite, mais pas en Iran par contre. Donc voilà, c'est la différence entre le chiisme et le sunnisme, il paraît. C'est mon bouquin. Et tu as récemment, tu as depuis quelques années ouvert l'univers de Métro à d'autres auteurs. Comment ça s'est passé? D'où est venue l'idée? Comment ça se passe du coup? Est-ce qu'il y a une bible de l'univers? Comment tu fonctionnes avec les autres auteurs? Voilà, effectivement, Métro 2033, c'est pas juste un bouquin seul, c'est une série en fait. C'est une, bon, je dirais, en termes on peut, comment dire, péjoratif, une franchise. C'est un projet dans lequel les autres auteurs peuvent participer. Donc, l'inspiration venait de mon enfance. J'étais un grand lecteur de science-fiction quand j'étais petit. Et souvent, quand je tombais amoureux d'une histoire ou une autre, je pensais que c'est très dommage en fait que juste un auteur qui décrit cet univers imaginaire, que ce ne serait pas de nombreux auteurs qui décrivent le même, je dirais pas monde post-apo, mais un système, des étoiles, voilà. Et ça serait bien, je pensais à l'époque, d'avoir certains auteurs qui écrivent sur des planètes d'un côté, d'autres auteurs qui écriveraient des planètes d'autre côté, qui ont des guerres entre eux, quelque chose comme ça, voilà, pour qu'on puisse lire ça sans cesse. Pardon? On appelle ça un univers partagé. Voilà. Mais à l'époque, je ne connaissais pas de tels projets, malheureusement. Donc, après avoir un certain succès avec Métro 2033, j'ai pensé que pourquoi est-ce que pourrais-je pas lancer un truc pareil avec mon propre univers? Parce que déjà, il y avait pas mal de lecteurs qui commençaient d'écrire leur propre fanfiction, basée sur l'histoire de Métro, basée à Moscou, dans les autres villes et villages, pas nécessairement en Russie. Donc je pensais, voilà, c'est juste, il me demandait d'écrire une continuation en sequel. Moi, je n'étais pas carrément prêt à l'époque, donc j'ai décidé d'ouvrir l'univers comme un projet pour tout le monde à y participer. J'ai invité d'autres auteurs, les débutants et les professionnels, pour me joindre, et ils pouvaient décrire leur propre ville et pays dans leur propre langue. C'est un projet international. Et voilà, donc depuis, c'était lancé à l'année 2009. Ça fait déjà, donc on va célébrer 5 ans cette année. Et depuis le lancement, on a publié 5 livres en russe. Des meilleurs ont été traduits dans notre langue. Il y a 2 bouquins publiés en France par la Talente, l'édition La Talente. Il y a je crois que 8 publiés en Allemagne, 8 publiés en Pologne, puis l'Espagne, l'Italie, la Hongrie. Et là, juste après ce festival, je vais aller à la Corée du Sud pour l'instant, pour promouvoir le lancement de l'univers, des bouquins de l'univers dans leur pays. Donc il y a 2 auteurs différents qui écrivent l'histoire qui se passe dans leur village et ville. Et des fois, donc c'est toujours la même année, c'est toujours l'année 2033, c'est toujours le même monde, le même univers cohérent, interconnecté, et chacun a son caractère. Et les gens ne peuvent pas, sans accord de l'autre auteur, toucher les caractères, les destins des caractères de l'autre auteur. Les personnages, pour ceux qui avaient pas suivi. Voilà, donc c'est un système, je dirais que c'est un système un peu open source et un peu basé sur c'est un peu crowdsourcing. Donc ça se base sur les lecteurs, sur les fans. Une moitié des bouquins qui ont été publiés en Russie, donc 25, plus ou moins, c'est écrit par les débutants,
qui pouvait avoir une compétition sur le site web, sur le portail de notre projet, métro2033.ru. Et les gagnants ils gagnaient en fait une publication de leur bouquin, comme en vrai livre. Et voilà, les meilleurs ont vu leur livre traduit dans notre langue, et c'est assez intéressant parce que il y a pas mal d'écrivains contemporains russes qui ne peuvent pas être traduits en notre langue, qui ne sont pas connus en dehors de Russie. Et moi, à cause du succès commercial de Métro, j'ai pu ouvrir un peu cette porte à l'Occident et de lancer certains bouquins d'auteurs même débutants en Allemagne ou en France ou en Espagne, en Italie, etc. Donc c'était très intéressant et ça continue toujours. Donc on a publié des livres des écrivains, pas seulement russes, mais des Italiens, des Polonais, anglais. Là, il y a un livre cubain qui a été écrit, qui attend d'être publié. Voilà, donc c'est des Allemands, peut-être des Chinois sont en attente. C'est quelque chose, je pense pas que ça soit vraiment un truc commun à faire. On connaît bien les franchises américaines, mais c'est toujours un grand brand qui vient du cinéma et qui est toujours écrit par le mercenaire indifférent américain qui s'en foutent des destins des caractères parce qu'ils ne sont pas leurs caractères. Dans notre cas, c'est les gens qui inventent leurs caractères, qui ne touchent pas les caractères d'autres auteurs et qui, pour la plupart, le font de leur passion pour ce monde post-apo. Et te concernant personnellement, est-ce que tu as l'intention de réécrire des livres dans l'univers de Métro? Réécrire? Enfin, continuer à écrire des... Continuer à écrire, ouais. Là, pour l'instant, en Russie, j'ai publié l'année dernière un livre qui est complètement différent de Métro, de Saga de Métro. C'est un bouquin qui parle de l'éternité, d'une vie éternelle, des choix entre les enfants, une possibilité d'avoir les enfants et une possibilité de vivre toujours en restant éternellement jeune. Il s'appelle Futur, donc ça va être publié ici en France l'année prochaine, en avril, je pense. Et là, je suis en train d'essayer de finir le saga de Métro en écrivant le bouquin qui s'appelle Métro 2035. Voilà, ça serait la vraie fin de l'histoire de Métro. Et c'est après 10 ans d'avoir publié le premier livre que j'y reviens, avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de savoir-faire, j'espère. Voilà, pour terminer toutes les lignes qui ont commencé dans le premier livre, qui était un peu spontané